Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, revient Pasteur. Ils sont devenus fous. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé hier une concertation citoyenne d'1 an autour de l'obligation vaccinale qui susciterait de plus en plus de défiance dans la population française, échaudée par les bides de l'hépatite B, de la grippe A et par le problème récurrent des effets secondaires. Faut-il en finir avec l'obligation de vacciner? Nous en débattrons, mais tout d'abord et en exclusivité, le témoignage bouleversant de Madame Nicolini. Elle est maire de l'île de Lampedusa. Lampedusa, c'est cette îlette entre la Sicile et la côte tunisienne. Et souvenez-vous, après le naufrage d'un bateau qui transportait 366 migrants au large de l'île en octobre 2013, Madame Nicolini avait crié au président du Conseil italien « Venez donc compter les morts avec moi ». Sa colère ne s'est jamais retombée. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume Roquette. Et bonsoir Giuseppina Nicolini. Buonasera. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes à Paris pour recevoir demain, des mains de la fille de Simone de Beauvoir, le prix Simone de Beauvoir 2016, qui récompense d'une certaine façon votre combativité aussi bien féministe qu'humaniste. Est-ce que c'est important d'obtenir une reconnaissance internationale pour le combat que vous menez à Lampedusa depuis 3 ans ? Oui, à mon avis, c'est très important. Pour moi, c'est d'abord un honneur. Pour mon île aussi, c'est une grande opportunité, car on peut continuer de s'exprimer au monde. On va vous retrouver et on va évoquer ce qui se passe en ce moment à Lampedusa. Après votre portrait, ça s'appelle L'empreinte digitale et c'est réalisé par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Giusy Nicolini sur Internet, on découvre que vous êtes depuis 2012 la maire, ou sindaco en italien, de Lampedusa et Linosa. 2 îles italiennes de la Méditerranée, plus au sud que Tunis, séparées par une petite 50aine de kilomètres. Mieux vaut aimer le bateau pour administrer en même temps ces 2 municipalités. Des îles que vous avez dans la peau. À 23 ans, vous êtes déjà maire adjointe, un parcours militant qui vous entraîne à lutter contre la mafia. Les menaces, les incendies de l'atelier de votre père, de votre local associatif, de votre voiture, rien ne vous arrête, ce qui vous vaut le surnom de Lionne. Écologiste avant tout, en 1997, vous obtenez le classement de la plage des Lapins en réserve naturelle. 5 ans plus tard, après votre élection, vous écrivez une lettre chargée d'émotions à l'Union européenne. Vous vous interrogez quelle devrait être la superficie du cimetière de mon île et affirmez « Je veux recevoir des télégrammes de condoléances après chaque noyé que l'on me livre ». Car votre municipalité est aussi le poste avancé le plus célèbre de l'espace Schengen. Sur la pointe sud de Lampedusa, un monument du sculpteur italien Mimo Palladino accueille les nouveaux arrivants, la porte de l'Europe. Une demande d'asile à la nage qui tourne le plus souvent au drame. Rituels macabres, des corps d'hommes, de femmes et d'enfants échoués sur la plage avant de se retrouver dans des cercueils sans nom. Lionne devenue madone des émigrés, votre appel a au moins été entendu par un certain François. Le pape a fait de Lampedusa sa première sortie officielle. Pour vous, les politiques utilisent l'île comme un laboratoire de flux migratoires. Vous parcourez l'Europe en diagonale de Rome à Bruxelles pour tenter de réformer la politique d'asile. Sur votre Facebook, on peut vous voir en photo en novembre dernier avec l'ambassadrice de France en Italie, Catherine Colonna. Depuis votre coup de gueule en 2012, Giusy Nicolini, qu'est-ce qui a changé ? Giuseppina Nicolini, je vous regardais les images, quasiment les larmes aux yeux qui affleurent. Ça ne passe pas, hein, ce mélange de désespoir et de colère, c'est... Ouais. Sì, è troppo Oui, c'est vicino a trop noi intense. La in tragédie est trop quell'isola. proche de nous sur cette île. Probablement, vous êtes plus loin, mais aussi le reste de l'Europe ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Revenons justement sur Lampedusa. Il y a combien d'habitants sur l'île ? Sono insieme a Linosa. Avec Linosa, il y en a 6300. 6300. Combien avez-vous accueilli de migrants à peu près en 2015 ? Combien sont passés par les 2 îles ? Nel 2015, En 2015, on en a eu plus de 20 000 personnes. Siamo il primo posto Nous sommes vraiment in Sicilia, le perché poi ci premier sono endroit en ora Sicile, parce que bien Pozzallo, sûr, il y a altri aussi luoghi della Pozzallo Sicilia et d'autres che lieux en accolgono Sicile le qui persone accueillent salvate les migrants a sud qui ont di été Lampedusa, sauvés portate au sud con de le navi Lampedusa et direttamente qui lì. sont In transférés totale, nel directement chez nous. 2015 En sono oltre 2015, il y a eu 150.000 plus de persone 150 000 arrivate. personnes qui sont arrivées. Comment se comporte la population ? On a vu ça et là depuis quelques mois des reportages sur les îles grecques, Kos, Lesbos, où la population qui était dans l'empathie au début est devenue peut-être un peu plus méfiante, réservée, voire hostile. Comment ça se passe à Lampedusa ? Est-ce que unanimement les habitants aident et se portent au secours ?
Lampedusa a cette vie depuis 20 ans. Ils ont l'habitude. Au début, on était tout seul. Peut-être maintenant, on se sent un peu moins seul et on a même pu essayer de contrôler mieux le système de secours et de premier accueil, de l'organiser. Et en 2015, nous avons augmenté même le nombre de touristes. Donc, il est possible, si l'on ne vit pas ce problème comme une angoisse, une urgence continue, on peut accueillir les gens et survivre en même temps. Combien de temps restent en moyenne les migrants qui arrivent sur l'île ? En ce moment, les choses sont en train de changer depuis qu'on a introduit les hotspots. Jusqu'au mois de septembre, j'avais obtenu que les migrants ne restent que quelques jours à Lampedusa. Car les gens continuent d'arriver et il faut les accueillir. Et nous n'avons que 400 places à l'intérieur de notre centre d'accueil. Grâce aux hotspots, les choses se compliquent car ils restent plus longtemps. L'objectif des hotspots, c'est de trier, pardon de ce verbe, entre les réfugiés politiques, ceux qui arrivent de Syrie en particulier, et les autres, les réfugiés économiques, pour les bloquer. Est-ce que cette séparation, cette distinction vous semble juste ? Non, ce tri ne me paraît pas juste. Mais peut-être de Lampedusa, nous avons un point de vue différent. Je pense qu'il n'y a pas une grosse différence entre le fait que l'on meurt à cause d'une guerre ou parce qu'on meurt de faim. C'est quand même la famine qui pousse à la guerre. Et je pense que nous devons essayer d'éviter cela. Il faut faire face aux causes, aux racines de l'immigration. Car quand ils montent dans ces bateaux, ils risquent leur vie, le réfugié ou celui qui vient chercher le travail. Mais il y a quand même un principe de réalité, non, qui fait que l'Europe ne peut pas accueillir tous les réfugiés qui pourraient se présenter. La Commission européenne dit déjà qu'il y en aurait 3 millions qui arriveraient d'ici 2017. Il n'y a pas un moment où il faut dire stop ? Il est vrai, ce flux migratoire de la Méditerranée a toujours été caractérisé par des réfugiés de l'Érythrée, de la Somalie. Au cours des dernières années, nous avons eu des Syriens. Donc, je pense qu'il y a plus de réfugiés que de migrants économiques. Ces derniers jours, je pense qu'il y a des gens qui vont arriver en France, car ils ont déjà peut-être une communauté de Soudanais. Les Soudanais préfèrent venir vers la France, mais savent très bien qu'ils ne pourront pas y arriver en France. Alors, Madame Nicolini, Lampedusa, c'est une île frontière entre le sud de l'Europe et l'Afrique. Au nord de l'Europe, ou plutôt au nord de la France, nous avons un lieu très particulier qui s'appelle Calais. Calais, la jungle de Calais, où sont entassées en ce moment environ 5000 personnes qui essayent de gagner la Grande-Bretagne au péril de leur vie. On estime qu'en 2015, au moins 25 migrants sont morts en tentant de quitter Calais. Ils ont été percutés par des trains, électrocutés dans l'Eurotunnel. Et on vient d'apprendre que l'Eurotunnel, au nom de la sécurité, fait tout pour bloquer le passage. On voit ces images-là. Ils ont tout simplement inondé les terrains à l'entrée du tunnel. Ils ont créé des douves, purement et simplement, en attendant dans les prochaines semaines de planter des haies défensives avec des épines. Et pour ceux qui sont toujours installés tant bien que mal à Calais, l'accueil n'est pas meilleur. Ça aussi, on vient de l'apprendre avec des images qui ont été diffusées par une association anti-frontières. Ça s'est passé récemment. Les CRS jettent massivement des gaz lacrymogènes sur les campements où se trouvent également des femmes et des enfants. On précise que les migrants ont répliqué en jetant des pierres sur la police. Quel regard vous portez sur Calais et sur ces images ? Je pense qu'avec Calais, nous sommes des endroits de passage. Nous ne sommes pas l'endroit où ils veulent aller. Nous sommes qu'un endroit de passage. Ni Lampedusa, ni Calais. Nous sommes des endroits où ils passent. Donc c'est un flux constant, continu. J'ai rencontré le maire de Calais. Nathalie Bouchard, la maire de Calais. Oui, je l'ai rencontrée à Strasbourg. Et nous avons parlé beaucoup entre nous. Car je pense que ça serait bien si l'on crée une espèce de forum des maires, des lieux de frontières. Car nous souffrons tous des conséquences des politiques de fermeture de l'Europe. Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne ? Concrètement, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous voulez ?
Je m'attends des réponses responsables et intelligentes. Je ne pense pas qu'en créant des barrières, en élevant des murs, en les laissant dans la mer, on les arrêtera. On ne les arrêtera pas. Si ces personnes préfèrent risquer leur vie et se faire traiter comme ils sont traités et ils ne s'arrêtent pas, ça veut dire vraiment que leur désir de survivre est très très fort. Il y a une demande vraiment d'aide de leur part. C'est vrai que nous devons essayer de gouverner tout ça, de le contrôler de cette manière. Pour l'instant, nous le subissons et nous ne sommes pas très humains. Ouais. Une dernière question. Il y a une très grande émotion en ce moment en Allemagne, mais aussi en Suède, après les plus de 600 dépôts de plaintes de femmes qui déclarent avoir subi des agressions sexuelles de la part de gens qui seraient des migrants. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais je suis vraiment fâchée, je suis très fâchée en ce moment, surtout une rage. Surtout, je pense aux femmes, je pense à toutes les femmes. Ce sont des femmes qui sont des victimes constantes de la violence ici, et ce n'a aucune importance qui est la personne qui provoque la violence. Toutes les femmes qui arrivent à Lampedusa, toutes seules, ont toutes été violées. Toutes ont été violées. Nous sommes arrivés à un tel niveau de civilisation, de protection juridique, culturelle, et les femmes sont toujours nous sommes toujours victimes de cette violence terrible. Et je suis quand même un peu surprise qu'au moment où on devrait être vraiment vigilant, car il y a eu du terrorisme, que les femmes soient abandonnées à elles-mêmes dans les villes et qu'il n'y ait aucune protection. Je pense vraiment les deux choses. Mais là, vous répondez en tant que féministe dans une solidarité et une rage vis-à-vis de ces femmes qui ont été violées. Mais est-ce que vous comprenez l'ambivalence des réactions de l'opinion publique en Allemagne et en Suède? C'est-à-dire, oui, une envie de solidarité avec les migrants, mais en même temps une méfiance envers ces gens, certains d'eux, qui auraient peut-être commis des agressions sexuelles sur des femmes. D'où l'ambivalence de l'opinion publique, la réticence. Oui, bien sûr, je m'en rends pleinement compte. Mais je voudrais vous dire quelque chose. En Italie, cette année, ont été tuées 75 femmes qui ont été tuées par leur mari, leur fiancé. Ce n'étaient pas des migrants. Je pense qu'il y a un thème, un sujet de la violence de genre vis-à-vis des femmes qui existe chez nous. Et après, bien sûr, il y a un sujet de sécurité et il faut également essayer de prévoir une bonne intégration de ces personnes. Il n'y a pas de sujet culturel aussi, ou pas? La violence vis-à-vis de la femme est peut-être un trait d'union, si on peut le dire, qui concerne plusieurs cultures, même la nôtre. Merci Giuseppina Nicolini, et vous recevez demain le prix Simone de Beauvoir qui, en ce qui concerne les droits des femmes, se posait là. Merci infiniment d'être venu en exclusivité sur Arte dans 28 minutes. Nous sommes honorés. Merci donc, et nous passons au débat, rien à voir, la vaccination obligatoire en France. Un débat relancé hier par la ministre de la Santé. Cette obligation rencontre de plus en plus d'opposition, en cause les effets secondaires de certains vaccins et les conflits d'intérêts entre laboratoires, gourmands et pouvoirs publics. Faut-il en finir avec l'obligation vaccinale? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. La vaccination, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. C'était en mai dernier, la ministre de la Santé l'affirmait haut et fort. Pas question de remettre en cause les vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos et poliomyélite. 8 mois plus tard, Marisol Touraine dit exactement le contraire. Il faut discuter. Dans la plupart des pays, il n'y a que des vaccins recommandés, mais tout le monde les fait. Et donc, il faut savoir dans quelles conditions on pourrait éventuellement faire évoluer les choses. Objectif de la ministre, ouvrir le dialogue pour restaurer la confiance des Français qui se détournent de plus en plus de tous les vaccins. En 2009, 2/3 des seniors se faisaient immuniser contre la grippe. En 2014, ils étaient moins de la moitié. Le virus du soupçon s'est installé.
En librairie ou sur le net, les vaccino-sceptiques font un tabac. Le professeur Joyeux est le plus célèbre d'entre eux. Il est en croisade contre les laboratoires, car le traditionnel DT polio a été remplacé par un autre produit beaucoup plus cher qui associe au total 6 vaccins. Il y a des risques incontestables qui ne sont pas liés au DTP, bien qu'il y ait quand même eu de temps en temps des complications, mais qui sont liés en particulier à celui contre l'hépatite B. Sclérose en plaques, douleurs. Aujourd'hui, les possibles effets secondaires des vaccins font parfois plus peur que les maladies elles-mêmes. Conséquence, certaines d'entre elles que l'on croyait disparues ressurgissent. Ces dernières années, une épidémie de rougeole a tué 30 personnes en Europe. Alors, comment redonner confiance aux vaccino-sceptiques ? Bonsoir à tous les trois. Michel Rivasi, bonsoir. Vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts, agrégée en biologie. Vous avez fait paraître en octobre 2015 le racket des laboratoires pharmaceutiques et comment en sortir, un livre de combat, j'imagine. Et selon vous, ce sont ces laboratoires pharmaceutiques et les pouvoirs publics qui sont responsables de la méfiance des citoyens vis-à-vis des vaccins. Il y aurait trop de conflits d'intérêts, dites-vous. À côté de vous, le professeur Robert Cohen. Bonsoir, monsieur. Vous êtes pédiatre, infectiologue, on dit ? C'est ça. Infectiologue. Vous êtes coordinateur d'Infovac, le réseau d'information et de consultation sur les vaccinations. Et vous pensez qu'en France, les gens ont un peu tendance à oublier que la diphtérie, par exemple, ou le tétanos sont des maladies mortelles et que lorsqu'on arrête la vaccination, elles réapparaissent. Il y a de nouveaux cas de diphtérie, par exemple ? Alors, il y a eu des cas de diphtérie en Espagne récemment chez des non-vaccinés, puisque le vaccin, c'est un des rares vaccins qui protège presque à 100%. D'accord. Donc, il y a eu à nouveau... Voilà, il y a eu un cas de tétanos récemment à Tours, et toujours chez des personnes non vaccinées. Non vaccinées. À côté de vous, justement, quelqu'un qui milite pour la non-vaccination, Jacques Bessin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union nationale des associations citoyennes de santé. Et selon vous, en imposant la vaccination obligatoire, c'est un pléonasme, la France s'installe dans une véritable dictature médicale. Le mot est un peu fort, non ? Non, dictature. Non. Mais je ne milite pas pour la non-vaccination, je milite pour le libre choix thérapeutique. Très bien. Nadia, on a des questions. Oui, et j'ai choisi celle-ci. Oui. Que risque-t-on au regard de la loi aujourd'hui quand on ne fait pas vacciner ses enfants ? Jacques Bessin, vous avez refusé de faire vacciner vos 2 enfants. Ils ne le sont toujours pas à ce jour. Quelles sont les mesures qui ont été prises contre vous ? Qu'est-ce qu'on risque ? Aucune. Nous, il y a eu procès. Donc, qui vous a fait un procès ? L'État. Oui. L'État français m'a fait un procès, donc je me suis retrouvé devant un juge pour enfants. Donc j'ai été accusé de maltraitance parce que la parade qu'ont trouvé le corps médical pour qu'on se retrouve devant un juge, c'est de nous accuser de maltraitance. Sauf que la vaccination n'est pas considérée comme de la maltraitance. Si on ne vaccine pas, ce n'est pas de la maltraitance. Mais n'empêche qu'on se retrouve devant un juge avec la menace de placement de nos enfants. Donc il faut déjà démontrer que nous ne sommes pas des parents maltraitants pour que le juge nous laisse nos enfants. Ensuite, vient un autre problème, c'est que le juge il est confronté à une loi, la loi Kouchner, qui dit très clairement que nous avons le droit d'accepter ou de refuser un acte médical. Alors d'un côté, vous avez des politiques qui votent des lois et qui demandent aux citoyens qu'elles soient respectées, et de l'autre côté, vous avez les laboratoires et les médecins qui refusent de respecter cette loi-là. Je voudrais juste avoir le sentiment du professeur Cohen. Vous trouvez que ce père de famille est irresponsable ou qu'il a exercé son libre arbitre ? Alors, si vous me posez la question si je suis pour l'obligation vaccinale ou non, moi je pense qu'on a je viens de le dire très précisément, il y a une opposition entre la loi Kouchner qui fait que chaque patient a le droit d'accepter ou refuser un traitement. Vous avez le droit de refuser un traitement pour un cancer, un traitement de tuberculose, et puis la vaccination serait obligatoire. Donc on est dans je dirais pas un trou juridique, je dirais dans un paradoxe. Une contradiction, un paradoxe. Eh bien, on va l'explorer, mais justement, en revenant sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Absolument, et avec notre chiffre du jour qui illustre bien l'ampleur de cette défiance anti-vaccin. 770 000, c'est le nombre de personnes qui ont signé la pétition du professeur Henri Joyeux, dont on parlait à l'instant. Pétition qui demande le rétablissement du vaccin DTP tout simple, c'est-à-dire vaccin DTP, donc vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, vaccin qu'on avait... On a eu quand on était petit. Oui. Non. Voilà. Et aujourd'hui, vous étiez suffisamment grande pour avoir la coqueluche dedans. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus... Ça fait longtemps que la coqueluche est dans le... Merci. Et maintenant, il y a la coqueluche et pas que, puisque dans le vaccin actuel, il y a un vaccin qui traite 6 maladies, mais qui coûte aussi 6 fois plus cher que le vaccin DTP tout simple. Michel Rivasi, à votre avis, pourquoi ce vaccin simple n'est plus disponible ? Est-ce que c'est sous la pression des laboratoires pharmaceutiques qui veulent imposer des vaccins plus complexes, mais aussi beaucoup plus chers ?
D'abord, on avait accès à ces vaccins jusqu'en 2008. Après 2008, choisir voilà, entre les deux. On pouvait choisir. 3 ou 6. On avait 3, 4, 5 et 6. Parce qu'il y a le tétra, le penta et l'hexavalent. À l'heure actuelle, ça fait des années qu'on est en pénurie de DTP. Et vous voyez qu'on parlait de contradiction tout à l'heure. On a une obligation vaccinale sur diphtérie, tétanos, polio. Vous êtes parents, vous voulez faire vacciner vos enfants là-dessus. Eh bien, vous ne trouvez pas le trivalent, ce DTP. On ne le trouve pas? Parce que les laboratoires disent qu'il y a une demande mondiale et il y a une pénurie de ces vaccins. Tout à l'heure, j'étais avec l'ordre des pharmaciens et ils disaient qu'on ne pouvait plus avoir accès à ces vaccins. Ce sont les laboratoires qui ont organisé la pénurie, c'est ce que vous dites ? Ça fait des années que cette pénurie est faite. Expliquez-moi pourquoi une industrie n'est pas capable de sortir le nombre de vaccins qu'il faut en fonction des pays, en fonction de la demande. Les laboratoires, eux, répondent qu'il faut forcément produire dans de grandes séries et que donc on ne peut pas adapter les vaccins au pays. C'est vrai, professeur Cohen? Donc, à l'époque, je travaillais pour la NSM il y a plein d'années. C'est quoi la NSM? NSM, c'est l'Agence nationale du médicament. Et ce DTP est un vaccin uniquement français. C'est-à-dire que si Mme Rivasi, vous dites à la NSM, je trouve un vaccin DTP dans le monde, je crois qu'elle vous le prendra avec plaisir. Mais ce vaccin n'existe plus nulle part dans le monde. Mais il existait en 2008. Il existait, mais il existe en 2008. Oui. Mais et ça doit dire le fabriquer. Alors, je reviens. Donc, ce vaccin, donc, en 2008, a été arrêté pour des raisons diverses, dont une essentielle. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer les raisons qui nous ont été présentées à l'époque. La première raison, c'était que c'est un vaccin qui était difficile à fabriquer et nous étions en rupture de stock très régulière parce qu'on avait du mal à obtenir une stabilité du vaccin. Ce qui fait que, ça peut se vérifier, on était en déficit de ce vaccin-là à peu près une année sur 2. Et la deuxième, c'est que, pour une raison qu'on n'a pas compris, il y a eu plusieurs cas de réactions allergiques qui sont apparus avec ce vaccin. Il y a eu un peu de falsification des données entre nous. Non, mais ce vaccin étant probablement pas suffisamment cher, avec une difficulté de fabrication. Pas suffisamment cher du point de vue de qui? Des laboratoires pharmaceutiques. Des laboratoires. Probablement pas suffisamment cher. Probablement difficile à fabriquer parce qu'il y avait beaucoup d'élo qui allaient au baquet. Vous savez, c'est simple, un vaccin, il faut avoir 25 unités de toxine diphtérique. Si vous avez 24, on va à la poubelle. C'est comme ça. Si on dit 20 de tétanos, il y en a 19. Et c'était ça la difficulté. Et je reviens sur ce point. Je voudrais, ce que vous avez dit, M. Roquette, qui est très important, la dimension mondiale de tout ça. Il n'y a plus un seul pays européen, vous pouvez me confirmer, vous êtes députée européenne, qui fabrique lui-même ses vaccins. Et voilà. Il n'y en a plus un. C'est vrai. Alors maintenant, si vous voulez qu'on revienne sur ça, on va mettre du temps, vous savez, Mme Rivasi. Écoutez, relancer les industries. À l'heure actuelle, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui pratiquent en fait la sécurité sanitaire des pays. Avec la mondialisation, on ne fabrique plus en Europe. Donc de deux choses l'une, soit notre ministre dit, vous Sanofi, vous GSK, vous devez produire en France ou dans différents pays européens, parce que maintenant on est à l'échelle européenne, et on peut jouer sur le prix de rachat de vos médicaments, et on les force à fabriquer, à produire chez nous. À l'heure actuelle, vous vous rendez compte comment on est dépendant ? Il y a, l'autre fois, l'ordre de la pharmacie qui me disait qu'il y a, par exemple, un seul laboratoire au monde qui produit certains médicaments. Mais il y a un tremblement de terre, il y a un attentat, etc. On n'a plus du tout accès. Donc on est dans une fragilité due à la mondialisation et à la délocalisation. Attendez, moi j'aimerais bien entendre Jacques Bessin sur ce sujet, pardon. Il y a quand même un aspect dont on ne parle pas. On dit les laboratoires. Il faut savoir que les laboratoires sont des entreprises privées qui sont là pour faire du business et vendre du médicament. Donc on ne peut pas leur reprocher ça. Il y a les politiques qui nous gouvernent, qui sont élus pour défendre nos intérêts. Et ces politiques ont proposé aux médecins, via la sécurité sociale, un contrat d'incitation à la vaccination, ne serait-ce que pour la grippe. On leur donne, je crois, c'est 7 € par personne vaccinée. Donc jackpot pour les médecins, chaque fois qu'ils vaccinent, 7 € dans leur poche. Ils ont touché un peu plus de 4 000 € en 2015. Quoi, en moyenne. Ils apprécieront de jackpot. Ils apprécieront, si vous voulez. Mais en tout cas, nous, en tant que patients, on n'apprécie pas que notre santé soit... Il y a une forme d'intéressement des médecins. Bien sûr, on intéresse les médecins par une prime s'ils nous arrivent à nous convaincre d'accepter le vaccin tel que la grippe. Professeur Cohen, c'est étonnant ça quand même, parce que c'est une réalité. Le médecin, lui, il est assez responsable pour savoir si c'est bon ou pas. On a introduit depuis des années des objectifs de santé publique aux médecins. Par exemple, le contrôle de l'hypertension artérielle, par exemple. D'accord. Et la parmi ces objectifs de santé publique, parce que nous ne sommes pas que dans de la médecine individuelle, nous sommes dans une médecine aussi collective,
il la peut y avoir... Mais on ne savait pas qu'elle était incitée avec les mais l'incitation n'est pas que pour les vaccins, loin de là. Je voudrais revenir sur un point. Moi, je vous ai dit que depuis le départ, je n'étais pas forcément favorable à l'obligation vaccinale. Mais faire chuter les couvertures vaccinales, ça peut avoir des conséquences absolument considérables. Donc, si on n'a pas d'obligation vaccinale, vous ne pouvez pas reprocher que l'État incite, parce qu'il considère que c'est un problème de santé publique, à vacciner. Moi, je préfère l'incitation par la conviction des médecins à l'obligation. Alors, c'est un peu juste. Attendez, il faudrait qu'on avance sur les effets secondaires, ce qui explique la défiance des Français. Voilà, les raisons de la défiance. Donc, il y a effectivement ce vaccin de DTP qui couvre trop de choses. Il y a aussi les vaccins qui ont des effets secondaires qui sont considérés comme excessifs. C'est ça, M. Bessin, votre point de vue? Voire indésirable. Non, on ne peut pas dire excessif parce que de toute façon, aujourd'hui, la science a démontré que chaque corps humain était différent d'un point de vue immunitaire. Donc, le système immunitaire est différent pour tout le monde. Donc, je ne vois pas comment un produit universel pourrait être efficace pour l'ensemble. C'est quoi le problème? C'est l'aluminium? Non, c'est pas que les adjuvants. C'est pas le problème. Moi, je suis pas spécialiste à ce niveau-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit. Et aujourd'hui, l'État français dit aux citoyens, lorsque vous acceptez un vaccin de diphtérie, tétanos, polio, en cas d'accident, vous avez le droit à une indemnisation, une prise en charge de la part de l'État. Il y a plus de vaccins. Donc, si vous arrivez à un accident post-vaccinal, l'État vous dit oui, mais vous avez accepté un vaccin avec des valences non obligatoires. Mais moi, je voudrais comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous redoutez quand vous refusez de vacciner vos enfants? Qu'est-ce que vous craignez qu'il leur arrive? C'est qu'on me rende responsable d'un acte médical que je n'ai pas choisi en cas d'accident post-vaccinal et on me dit circuler, il n'y a rien à voir, il ne fallait pas l'accepter. Ouais. C'est ce qui s'est passé pour la petite Ayana qui est décédée au mois de juillet, vaccinée à midi, dans le coma à 3h du matin, décédée avec un lien établi. Diphtérie, tétanos, polio, associé. Avec un lien établi par la justice? Non, c'est en cours. On est en cours, on a le dossier, on est en train de s'en charger. Mais oui, non, on ne sait pas, mais sans même qu'elle a eu aucun autre traitement, cette petite, entre 12h, l'heure de la vaccination, et 3h du matin, elle n'a eu aucun médicament. Elle est décédée quand même 3 semaines plus tard. La petite Lolita est décédée il y a 15 jours, diphtérie, tétanos, polio. Donc les vaccins, certains vaccins, sur certains individus, il peut y avoir une réaction. Et on ne les reconnaît pas. Excusez-moi. Il faut remettre les choses au clair. Oui. Il n'y a pas un médicament actif qui n'a pas d'effet indésirable. Ça, si on vous dit qu'un médicament est actif et n'a pas d'effet indésirable, mais je n'ai pas dit le contraire. Il n'y a pas. Donc, personne ne dit que les vaccins n'ont pas d'effet indésirable. La question, de quoi vous protégez versus quel risque vous courez. Et c'est ce rapport bénéfice-risque qui fait que les vaccinations, vous êtes députée européenne, le calendrier vaccinal allemand, il n'est pas très différent du calendrier vaccinal. C'est pas la loi, le calendrier vaccinal. Ce n'est pas la loi. Est-ce que je vous ai parlé de loi pour Sauf que c'est de la recommandation et pas d'obligation en Allemagne. On est d'accord, mais je ne dis pas. Ce que je veux dire, ce que vous dites, l'obligation vaccinale, je pense que la majorité des experts en vaccinologie ne sont pas, en tout cas, sont certainement pas favorables au maintien de la vaccination. De moins en moins. De la recommandation telle qu'elle est. En tout cas, telle qu'elle est, c'est juste inacceptable, telle qu'elle est. Vous voulez dire juste un mot sur les effets secondaires? Oui, attendez, pardonnez-moi. Parce qu'on a un gros souci, c'est la remontée des effets secondaires. Oui. Je vous prends un exemple. Collecter les informations. Collecter, qui les collecte et ensuite qui les analyse. Si on prend l'exemple, par exemple, du Rotatec, qui était le vaccin sur la gastroentérite, il a été recommandé en 2014. Et après, on s'est aperçu que les labos avaient caché des effets secondaires, et notamment le décès de certains enfants. Quand vous dites les laboratoires pharmaceutiques. Attendez. Et ils les ont remontés, 2 ans après. Oui. Donc décès, invagination, etc. Et à l'heure actuelle, il n'est plus recommandé. Donc on a un vrai souci. Qui fait les études cliniques? Ce sont les laboratoires pharmaceutiques. Il n'y a pas d'experts indépendants? Non. Il n'y a pas d'experts indépendants. Et ce qu'on demande, si vous voulez, parce qu'il faut retrouver la confiance. Moi, je suis pour une couverture vaccinale. Ce que vous demandez, c'est des experts indépendants financés par l'État qui n'ont aucun lien avec les laboratoires pharmaceutiques. Et s'ils élaborent un calendrier vaccinal en disant, voilà, il y a par exemple une épidémie de rougeole, parce que l'obligation vaccinale, vous savez qu'il y a 15 pays en Europe sur 28 qui n'ont pas d'obligation vaccinale. C'est une simple recommandation, avec une confiance de l'État. On a perdu la confiance de l'État. Ce que propose Marisol Touraine, parce que là on a entendu quelques échos, donc je ne sais pas si ça vient d'elle ou de ses conseillers, c'est qu'à la limite on va abolir l'obligation vaccinale en France, mais on va obliger une vaccination pour entrer à la crèche et à l'école. Donc dans ce cas-là, si on en arrive dans une politique telle que celle-ci, qu'on aille plus loin, qu'on interdise aux enfants. Donc, s'ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, qu'ils n'ont pas le droit d'aller à la crèche, mais qu'on leur interdise l'accès aux grandes surfaces, l'accès au cinéma, l'accès au jardin public. Parce que Jacques Bessin, on ne comprend pas bien si votre opposition elle est médicale ou si elle est politique.
Elle est politique plus que médicale. Le médical, ce sont les médecins et Alors, les experts. Nous, pour on est des finir, citoyens qui ne devons pas être pris en otage par un système financier médicamenteux et des experts. Attendez, là, je voudrais juste, pour conclure, le volet des raisons, il y a beaucoup de causes, mais des raisons qui peuvent expliquer cette méfiance des Français. On va revenir aussi sur les moments de crise et les fiascos. Il y en a eu un ridicule et ruineux qui a illustré d'ailleurs l'hystérisation du principe de précaution. C'est l'affaire des 94 millions de doses. De doses de quoi, vous allez voir, avec le bang-bang de Thibonol consacré à Roselyne Bachelot. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que la défiance française à l'égard des vaccins progresse, une ancienne ministre de la Santé y est pour beaucoup. Alors, faut-il s'immuniser contre Roselyne Bachelot? Avant de monnayer son expertise en grivoiserie sur un canal pas vraiment concurrent... C'est pas un sexe, c'est une trompe d'éléphant. Roselyne Bachelot a été ministre, dont 3 ans à la santé chez Sarkozy. Pour terrasser la grippe A à l'été 2009, elle avait commandé 94 millions de vaccins. Un fiasco en intraveineuse. N'ayez pas peur, je vais vous faire une petite piqûre de honte. L'épidémie se révèle moins grave que prévu et seuls 6 millions de Français se vaccinent. L'État doit annuler la commande de 50 millions de doses, en détruire 20 autres millions et l'indice de confiance dans la vaccination chute d'1 tiers. Par ailleurs, le sérum anti-H1N1 a provoqué une 60aine de cas de narcolepsie. Pauvre Roselyne, une ex-pharmacienne ridiculisée par un problème de dose. Une libérale fille de dentiste à l'origine d'un trou de 662 millions dans les chicots de l'État. Une scientifique victime du principe de précaution. En plus de l'ironie, un vrai manque de bol. Car si elle était ministre de la Santé en pleine grippe A, déjà en pleine canicule de 2003, elle était ministre de l'écologie. Et en pleine grève de l'équipe de France de foot en Afrique du Sud en 2010, elle était ministre des Sports. En réalité, Roselyne a grand besoin d'un vaccin contre le mauvais œil. Merci Thibonol. Vous vouliez réagir brièvement sur... Oui, alors, parce que la France a été le seul pays à acheter autant de doses, 94 millions de doses, et notamment 2 doses, alors qu'on savait que dès septembre, 1 dose suffisait. Et ça montre bien qui avait donné des conseils à Mme Bachelot. C'était un comité d'experts, dont beaucoup d'experts étaient financés par les laboratoires pharmaceutiques. Bon. Donc on est toujours, vous voyez, dans ce que vous appelez les conflits d'intérêts. Et nous, les citoyens, on est entre les deux. Et les citoyens ont couru des risques, notamment le Panabrix, qui a provoqué des narcolepsies chez les enfants. Notamment, il l'a évoqué. Le cas de Finlande, de Suède. Professeur Cohen, vous êtes d'accord sur ce constat? C'est-à-dire qu'il faudrait mieux séparer d'un côté les laboratoires, de l'autre côté ceux qui décident de ce qu'il doit y avoir comme médecin, comme vaccin, pardon. Je crois qu'on arrive à un système où les gens qui sont en instance de décision ne doivent pas avoir de lien d'intérêt. Aujourd'hui, il y en a un. Économique, des liens économiques. Là, je perds de liens économiques. Des liens économiques. Mais là, la difficulté, elle vient, et là je suis en désaccord avec Mme Vasi, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Et au moment de leur fonction, par exemple, on a un ministre, je crois, qui a été banquier pendant un moment. Ça ne l'empêche pas d'être ministre de l'économie. Si, par exemple, quelqu'un a travaillé pour une firme... Mais là, il va de la santé. C'est pas très bon, ça, c'est votre avis. Oui, vous lui expliquerez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, après un moment, au moment où... Non, je vois pas ce que vous voulez dire, là. Si, vous voulez dire je veux dire, au moment où les gens sont en instance de décision, ils ne doivent pas avoir de lien d'intérêt. C'est clair. Et là, vous n'avez aucun lien, vous n'émargez pas chez Sanofi, vous n'êtes pas dans un comité. Je suis dans aucun comité. Et vous n'avez aucun lien économique. Parce que je fais des recherches qui peuvent être sponsorisées par l'industrie, qui peuvent être aidées par l'industrie, mais moi, je n'ai aucun élément de décision. Je ne suis ni au comité technique. Aucun comité. Voilà. Et c'est ça la différence. Alors, on va évoquer un vaccin qui n'est pas obligatoire, mais qui pose problème. Qui est très très contesté en ce moment. C'est bien votre avis. Très probablement parce qu'il est assez récent. Il a été mis sur le marché en novembre 2006 par Sanofi. Et contrairement à ce qu'on entend beaucoup, c'est pas du tout un vaccin contre le cancer du col de l'utérus. C'est un vaccin qui protège de certains papillomavirus responsables de cancer de col de l'utérus. Ça cause environ 1000 décès par an en France. C'est donc pas un vaccin obligatoire, mais qui est très recommandé pour les jeunes filles à partir de 11 ans, entre 11 et 14 ans. Et pourquoi est-ce qu'il est controversé? Notamment à cause du choc qui a été provoqué par
par l'histoire de cette jeune fille. Elle s'appelle Marie-Océane Bourguignon. Elle avait 18 ans en 2013 quand elle a porté plainte contre Sanofi. Elle a accusé ce vaccin d'avoir provoqué une sclérose en plaques. Elle accuse également le laboratoire de ne pas l'avoir prévenu dans la notice. Et cette affaire et celle des 50 autres femmes qui s'étaient jointes à elle dans la procédure, on attendait beaucoup de ce procès, et ben ça a été classé sans suite. Tout simplement parce que la justice a conclu qu'aucune pathologie n'a été reconnue comme étant en lien de causalité directe avec ce vaccin. C'est aussi l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de l'assurance maladie. Ils ont fait une enquête auprès de 2 millions d'adolescentes. Et là, très clairement, ce qu'ils disent, c'est que les bénéfices sont supérieurs aux risques. Professeur, moi j'ai une fille, je peux la vacciner dans 2-3 ans je vous réponds clairement. avec ce vaccin-là? Oui. On arrive toujours à un rapport bénéfice-risque. Aujourd'hui, ces affaires ont été classées. Alors, on arrive à une situation qu'il faut comprendre une bonne fois pour toutes. Il y a 800 000 enfants qui naissent en France, 400 000 filles, 400 000 garçons, grosso modo. Si je vaccine 400 000 personnes, ce qui n'a jamais été le cas en France, d'accord, forcément, vont apparaître des maladies le jour même, le lendemain, le surlendemain, un mois après. Et beaucoup de choses qu'on attribue à la vaccination, ce sont que des relations temporelles et ce ne sont pas des relations causales. Et le métier de l'ANSM, ça a été reconnu. Le métier de l'ANSM, là en l'occurrence, qui a produit une étude d'excellente qualité, c'était de comparer en France les filles vaccinées. Malheureusement, on n'est qu'à 100, un tiers de vaccinés. Il faut conclure. Voilà. Oui. Un tiers de vaccinés, 2 tiers. On a exactement eu le même taux. Moi, je vais vous dire, ne vaccinez pas votre fille. Ah. Alors, moi, je suis complètement à l'opposé. Pourquoi? Parce que c'est vous qui conclurez. Dites à votre fille, faites un frottis vaginal. Moi, j'ai vu toutes ces jeunes filles qui ont eu de gros problèmes. Et elles ont pris le garde d'asile. En plus, il y a une pression incroyable des laboratoires. Il y a certains pays qui ne le recommandent plus, le garde d'asile. Et il y a eu plus de 1000 médecins qui ont fait une pétition pour faire un moratoire sur le garde d'asile. C'est la conclusion. Donc, je dis à vos nous voilà bien avancés. Voilà. En tout cas, c'était passionnant, mais nous voilà pas obligatoire. Bien avancés, encore une fois. Merci à tous les trois, en tout cas. L'émission continue avec Xavier Mauduit, Jean-Mathieu Pernin. De point de vue malicieux sur l'histoire et l'actualité, vous le savez, mais ce sera après Désintox, la brigade de vérification des faits, ce soir, plus scrupuleuse que jamais, qui compte les douilles du raid. Il y a une contrepétrie. Certaines intox mettent un peu de temps à être démasquées. Il en va ainsi du récit par le patron du raid de l'assaut de l'appartement de Saint-Denis le 18 novembre dernier, durant lequel le commanditaire des attentats de Paris a été tué. Au lendemain de l'assaut, Jean-Michel Fauvergue, le chef du raid, faisait le récit d'un déluge de feu s'abattant sur les policiers. Beaucoup de balles tirées du côté des terroristes. Ils avaient beaucoup de munitions, beaucoup de chargeurs, ils avaient des grenades, ils avaient des gilets explosifs. Une version répétée dans 2 autres interviews. Jean-Michel Fauvergue évoquant un nombre effarant de munitions. Mais ce récit livré à chaud sera infirmé par toutes les expertises et tous les rapports ultérieurs. C'est d'abord le procureur de Paris qui déclare rapidement que n'a été trouvé dans les décombres qu'une seule arme, un simple pistolet. Nulle trace d'une ou plusieurs kalachnikovs. À en croire Le Monde, la police judiciaire a recensé dès le lendemain de l'assaut 1500 étuis percutés, provenant vraisemblablement, selon les techniciens de la préfecture, des tirs du raid. Les assaillants auraient-ils donc été les seuls à tirer? Le scénario est plausible pour les experts. En présence de gilets explosifs, comme c'était le cas, les forces de l'ordre adoptent la stratégie dite des tirs de saturation, consistant à éviter par un feu nourri qu'un éventuel kamikaze n'approche. Tant et si bien que la quasi-certitude aujourd'hui est que le déluge de feu et le nombre effarant de munitions tirées, contrairement à ce qu'a répété le patron du raid, ont été le fait des seuls policiers. Merci Désintox. Vous êtes beau, vous ondulez dans la lumière, vous êtes un vaccin contre la morosité. Oui, c'est vrai. Donc, on commence avec vous, Xavier. Allons-y. Les bourses chinoises s'effondrent à Shenzhen, à Shanghai, partout. C'est le désastre. Et ça vous a rappelé, ou ça vous a fait penser à la guerre de l'opium. Exactement, parce que peu de conflits ont autant de conséquences économiques que la guerre de l'opium. Nous allons à Canton le 3 juin 1839, le jour où les autorités chinoises de la dynastie Qing détruisent les stocks d'opium détenus par les Britanniques. Alors bon, ça fait des décennies que le Royaume-Uni commerce avec la Chine, mais ils ont 2 problèmes. Le premier, c'est qu'ils n'ont droit de commercer que dans un seul port, celui de Canton. Et le second problème, c'est que les Britanniques achètent du thé et de la soie, mais ils aimeraient bien vendre leurs bidules. Par exemple, les gros draps de laine produits en Angleterre. Mais ça, les Chinois, ils n'en veulent pas, parce qu'il fait déjà un peu chaud en Chine. Donc, non, ça les intéresse pas.
Alors, les marchands chinois ont une idée terriblement cynique. Ils vont se lancer dans le commerce d'un produit qui rapporte l'opium. L'opium qui est fabriqué dans... C'est les Anglais qui ont eu cette idée. Les Anglais. Vous avez dit les Chinois, les Chinois. On voit bien où va votre cœur. Non, mais c'est ça, terribles Anglais perfides qui donc commercent l'opium. Alors, l'opium arrive, mais en contrebande, parce que les Chinois interdisent le trafic de cette drogue, ce qui est complètement logique. Mais là, les Anglais ne se démontent pas, les marchands vont directement devant le Parlement à Londres, et puis ils se plaignent, on détruit nos stocks d'opium, dites donc, il faut une intervention militaire. Leur prétexte, c'est la liberté du commerce, le libéralisme. Alors il y a quand même quelques esprits éclairés à Londres qui disent enfin, quand même, faire la guerre pour l'opium, c'est pas très moral. Mais le gouvernement britannique, lui, ce qui se dit, c'est que c'est peut-être l'occasion de s'ouvrir l'ensemble du marché chinois. Donc, des navires militaires sont envoyés en Chine. C'est la guerre de l'opium. Ça commence en 1840, ça dure quelques années. En 1842, la Chine capitule. Et par le traité de Nankin, ça y est, la Chine s'ouvre aux Britanniques, au fric, à la spéculation. Alors, pour terminer, après le traité de Nankin, le commerce de l'opium est toujours illégal. Mais comme c'est les Anglais qui ont gagné, ça fume à tout va. Pourtant, on le sait, fumer, c'est mal. À propos du clip sur la drogue, le mot merde choque. Il aurait mieux fallu mettre merde en verlan. Bref, la gueudreau, c'est de la demeure. Qui avait tourné le spot? Jean-Marie Perrier. Ah oui, dis donc. Le photographe des Beatles. Jean-Mathieu Pernin. Oui. Des sépultures en Pologne. Oui. Voilà. Et alors et aujourd'hui, une chronique assez pratique, on va dire. Comment se débarrasser d'un vampire qui vous harcèle? Je sais que ça arrive à quelques spectateurs de 28 minutes, donc je leur dis, inspirez-vous de l'exemple polonais, puisque des archéologues fouillant un cimetière datant du XVIIe siècle dans le nord de la Pologne ont fait découverte d'étranges sépultures, puisque quand ils les ont ouvertes, ils se sont aperçus que tous les locataires de ces sépultures avaient une fossile autour du cou. Alors, rien à voir avec une quelconque fantaisie esthétique, non, c'est juste un rituel que l'on retrouve assez régulièrement finalement dans cette partie de l'Europe, dans des tombes datant entre le 6e et le 17e siècle, que ce soit en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Slovaquie ou Roumanie. C'est un rituel funéraire assez commun. Et les chercheurs pensent, et même sont presque sûrs en fait, que si ces défunts avaient une faucille autour du cou, c'était pour éviter bien sûr toute résurrection maléfique de la part de ces défunts, voilà, pour éviter... Voilà, il n'y avait pas de marteau parce que la Pologne n'était pas communiste. Magnifique. Exactement, voilà, toujours. Et donc, bref, finalement, en fait, le défunt se relevait. Il est binaire. Le défunt devait se relever et la tête tombait. Finalement, c'était tout de suite. Alors, d'autres rituels existaient également pour éviter les revenants. Il y avait aussi de poser une grosse pierre sur la tête ou le ventre du défunt pour éviter qu'il se lève. Ou alors, un peu plus vicieux, celui de planter des buissons autour de la tombe. Comme ça, il se prend le linceul dans les épines et le fantôme ne peut pas avancer. Voilà, ça, c'est plutôt malin. Mais la question que tout le monde se pose, c'est bien sûr, est-ce qu'il s'agissait de vampires? Bah oui, forcément, on n'est pas très loin de la Roumanie, patrie de Dracula, donc les esprits s'échauffent. Et les scientifiques nous refroidissent tout de suite puisqu'il s'agirait en fait davantage de gens qui vivaient plutôt en marge à l'époque, c'est-à-dire soit des criminels, soit des voleurs ou même des malades de l'époque que l'on voulait absolument pas voir revenir de l'au-delà. Attention, ça pouvait contaminer tout le monde. Donc un mélange de superstition et de déclassement social que l'on pourrait qualifier de légèrement jusqu'au boutiste en fait. Ça vous plaît? Oui. Oui, tu parles. 28 minutes est terminé, rappelons-le, disponible 7/7 et 24/24 en replay enrichi sur le site d'Arte. À suivre sur l'antenne, une nuit David Bowie avec des documentaires, le concert période Ziggy Stardust, également un Personne ne bouge spécial David Bowie, Xavier, et pour commencer Furio, drame de guerre homo-érotique de Nagisa Hiroshima. Le premier, le plus grand rôle de David Bowie, un officier britannique prisonnier des Japonais pour déstabiliser son geôlier. Bowie mange des fleurs, c'est Bowie, il est inoubliable. Bis morgen, tschüss.